Imaginez, nous sommes en 629 après Jésus-Christ. Il n'y a pas de nation française. Il n'y a pas d'Allemagne. Il n'y a pas d'Europe telle que vous la connaissez. Il y a des forêts sombres, des routes défoncées, des monastères isolés où des moines recopient les derniers vestiges de la civilisation romaine. Et des guerriers francs qui se tranchent la gorge pour un lopin de terre. Dans ce monde-là, un homme de 26 ans vient d'hériter d'un royaume immense. Un royaume qui s'étend de la mer du Nord aux Pyrénées, du Rhin à l'Atlantique. Ce qui est aujourd'hui la France, la Belgique, une partie de l'Allemagne et de la Suisse, tout ça dans les mains d'un seul homme. Son nom, Dagobert, le premier du nom. Et voici ce qui est fascinant. Vous connaissez peut-être la chanson populaire qui se moque de lui, celle où son conseiller lui dit que ses chausses sont à l'envers. Mais vous ne savez probablement pas qui était vraiment cet homme. Parce que derrière la caricature folklorique se cache l'un des souverains les plus capables de tout le haut Moyen-Âge. Un homme qui a réunifié un empire à la force de sa volonté. Un bâtisseur, un guerrier, un politique. Et le dernier de sa lignée à tenir vraiment le pouvoir entre ses mains. Aujourd'hui, je vais vous raconter sa vraie histoire. Pas la chanson. La vérité. Restez avec moi. Ça va valoir le coup. Mais avant de parler de Dagobert lui-même, il faut comprendre le monde dans lequel il est né. Parce que sans ce contexte, rien n'a de sens. Rembobinons de 150 ans. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Pas d'un coup, il s'effrite lentement, rongé de l'intérieur, submergé de l'extérieur. Et dans le chaos qui suit, des peuples germaniques s'installent sur les anciennes terres romaines. Les Wisigoths en Espagne et dans le sud de la Gaule. Les Burgondes dans la vallée du Rhône. Et les Francs Saliens dans le nord. Les Francs. Ce sont eux qui vont tout changer. Leur chef, à la fin du 5e siècle, s'appelle Clovis. Clovis Ier. Et Clovis fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il se convertit au christianisme catholique. Pas à l'arianisme, comme la plupart des autres peuples germaniques, au catholicisme romain. Celui de Rome. Celui de l'Église universelle. C'est un coup de génie politique. En se baptisant, Clovis ne reçoit pas juste un sacrement, il reçoit une légitimité. Il devient le bras armé de l'Église en Occident, le protecteur des fidèles, le roi béni par Dieu. Et en échange, l'Église soutient les Francs. Les évêques leur ouvrent les portes des villes. Les populations gallo-romaines les acceptent. L'alliance entre le trône et l'autel, cette alliance qui va façonner l'Europe pendant 1000 ans, commence ici, avec Clovis. Clovis meurt en 511. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que chez les Francs, il n'existe pas de règle de primogéniture. Quand un roi meurt, son royaume est partagé entre tous ses fils, tous, à parts égales. Ce qui semblerait juste à première vue, mais qui, en pratique, est une catastrophe. Les fils de Clovis se partagent le territoire, puis ils se font la guerre. Puis leurs fils se partagent à nouveau, et se font à nouveau la guerre. Avec des poisons, des assassinats, des aveuglements, on crevait littéralement les yeux aux prétendants pour les éliminer de la course au trône. Et des monastères transformés en prisons dorées pour les concurrents gênants. Les Mérovingiens, c'est le nom de cette dynastie, du légendaire ancêtre Mérové, ont un talent extraordinaire pour une chose, se détruire eux-mêmes. À la fin du VIe siècle, le royaume franc est divisé en 3 grandes entités. La Neustrie à l'ouest, autour de Paris, l'Austrasie à l'est, autour du Rhin, la Bourgogne au sud. 3 royaumes,
3 cours, 3 noblesses qui se regardent en chiens de faïence. Et dans chacun de ces royaumes, une figure commence à prendre de plus en plus d'importance. Pas le roi, son principal officier. L'homme qui gère le palais, les finances, l'armée au quotidien. Le maire du palais. Retenez bien ce titre. Maire du palais. Ces hommes vont devenir l'obsession, la malédiction et finalement le tombeau de toute la lignée mérovingienne. Mais avant ça, avant que tout s'effondre, il y aura Dagobert. Dagobert naît vers 603. Son père s'appelle Clotaire II, roi de Neustrie. Et Clotaire est, à cette époque, en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Réunifier pour la première fois depuis des décennies les 3 royaumes francs sous une seule couronne. C'est dans ce contexte que grandit le jeune Dagobert, à la cour de son père, entouré d'hommes puissants. 2 d'entre eux vont marquer profondément sa vie. Le premier s'appelle Arnoux de Metz. C'est un évêque, un homme d'église respecté, influent, brillant. Il sera le mentor spirituel du prince. Le second s'appelle Pépin de Landen. C'est le maire du palais d'Austrasie. Un aristocrate redoutable, pragmatique, qui comprend mieux que quiconque les rouages du pouvoir franc. Il sera le tuteur politique du prince. Ces 2 hommes sont les ancêtres directs de Charlemagne, les fondateurs de ce qu'on appellera plus tard les Carolingiens. Ce sont eux, ou plutôt leurs descendants, qui finiront par renverser les Mérovingiens un siècle plus tard. Et ce sont eux qui éduquent Dagobert. Il y a quelque chose de presque tragique dans cette ironie. Les architectes de la chute des Mérovingiens ont formé le dernier grand mérovingien. En 623, Clotaire prend une décision qui peut sembler étrange. Il envoie son fils aîné, son héritier, gouverner l'Austrasie de manière semi-autonome. Dagobert a environ 20 ans. Il quitte la cour de son père pour aller s'installer sur la frontière orientale du royaume. Pourquoi? Les historiens débattent encore. Peut-être que Clotaire voulait éloigner un fils trop ambitieux. Peut-être que la noblesse austrasienne exigeait un roi à elle. Peut-être que c'était simplement la meilleure façon de former un futur souverain. Ce qui est certain, c'est le résultat. L'Austrasie, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas la douceur de la Neustrie. C'est la frontière, c'est le Rhin. C'est la confrontation permanente avec les peuples germaniques. Les Saxons, les Thuringiens, les Alamans, les Avars à l'horizon. C'est un monde où les décisions doivent être prises vite, où les erreurs coûtent cher, où la faiblesse est une invitation à l'attaque. Dagobert s'y révèle. En 6 ans de gouvernement austrasien, il apprend à négocier avec des chefs de guerre, à gérer une noblesse turbulente, à organiser des campagnes militaires. Pépin de Landen est toujours là, à ses côtés, comme conseiller. Mais c'est Dagobert qui prend les décisions. Quand Clotaire II meurt en 629, son fils est prêt. La mort de Clotaire ouvre une crise de succession. 2 prétendants. Dagobert en Austrasie, le fils aîné le plus capable, le mieux préparé, et Charibert, le fils cadet, à qui son père aurait promis une part du territoire. Dagobert agit avec une rapidité et une habileté remarquables. Il ne cherche pas à écraser son frère, pas immédiatement. Il négocie. Il offre à Charibert l'Aquitaine, une région vaste et riche, suffisamment loin du centre du pouvoir pour être inoffensive. Charibert accepte. La paix est maintenue. Le royaume reste en un seul morceau. Charibert meurt en 632. Les circonstances exactes sont floues. Les chroniques de l'époque insinuent certaines choses sans les dire clairement. Ce qui est certain, après sa mort, ces territoires reviennent à Dagobert. Et Dagobert ne pose aucune résistance
à cet heureux hasard. Les Mérovingiens, vous disais-je. Dagobert est désormais seul maître. Neustrie, Austrasie, Bourgogne, Aquitaine, tout. Pour la deuxième fois depuis Clovis, un roi franc tient l'ensemble du territoire sous sa seule autorité. Il prend une décision symboliquement forte. Il installe sa résidence principale à Paris. Pas Paris tel que vous le connaissez. Une île sur la Seine, quelques milliers d'habitants, des rues en terre battue. Mais un choix stratégique. Le centre géographique et politique de son royaume. Et maintenant, il lui faut gouverner. Un roi franc qui gouverne, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'abord qu'il doit assurer la sécurité des frontières. Et les frontières du royaume de Dagobert sont longues, poreuses, constamment menacées. La Bretagne d'abord. Les Bretons, ces Celtes installés à l'ouest, n'ont jamais vraiment accepté la domination franque. Dès le début de son règne, Dagobert envoie une armée. Le chef breton se soumet, paie un tribut, affaire réglée. La Gascogne ensuite. Les Basques, un peuple dont les origines restent encore mystérieuses aujourd'hui, tentent régulièrement de s'affranchir de la tutelle franque. Dagobert répond par une expédition militaire rapide et punitive. Résultat identique, soumission et tribut. Mais c'est à l'Est que les choses deviennent vraiment intéressantes. En Espagne, le royaume wisigoth traverse une crise de succession. Un prétendant au trône, Sisénande, cherche des alliés. Il se tourne vers Dagobert. Et Dagobert voit l'opportunité. Le deal qu'il conclut est fascinant. Dagobert apporte son soutien militaire à Sisénande. En échange, Sisénande lui promet un objet extraordinaire. Le plat de Salomon. Un disque d'or massif pesant 500 livres. Trésor légendaire remontant aux conquêtes de Clovis lui-même. Sisénande monte sur le trône. Et puis, il refuse de livrer le plat. Dagobert envoie des ambassadeurs. Sisénande tergiverse, négocie, finit par donner une fraction ridicule de la somme promise. Dagobert accepte. Parce que dans cette affaire, l'essentiel n'était pas l'or. C'était d'avoir un roi allié de l'autre côté des Pyrénées. L'or était un symbole. La frontière sécurisée était la vraie récompense. Voilà le genre de calcul politique que Dagobert sait faire. Mais sa plus grande aventure militaire et son plus grand échec se passent à l'Est. Dans les années 620, quelque chose d'extraordinaire se produit en Europe centrale. Un marchand franc, dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il s'appelait Samo, arrive dans les terres slaves pour faire du commerce. Les Slaves vivent alors sous la domination brutale des Avars, un peuple nomade venu des steppes. Samo s'implique dans leur résistance. Il combat à leur côté. Il gagne leur confiance. Et à la faveur d'une série de victoires contre les Avars, ce marchand français, parce que oui, c'est bien un franc, devient le roi du premier État slave de l'histoire. Une histoire incroyable. Dagobert envoie des ambassadeurs auprès de Samo, pour lui signifier qu'il est son vassal, que son État naissant est sous la suzeraineté franque, que c'est comme ça que ça fonctionne. Samo répond en substance « non merci ». Les relations se dégradent. Un marchand franc en territoire slave est tué dans une bagarre. Dagobert exige réparation. Samo refuse. Dagobert déclare la guerre. En 631 ou 632, les armées franques marchent vers l'est. 3 colonnes, une venant d'Austrasie, une de Neustrie, une d'Alamanie. Un dispositif massif pour écraser ce nouveau royaume slave. Ce qui se passe ensuite entre dans l'histoire comme l'une des plus sévères défaites mérovingiennes. La bataille de Vaugastisbourg. 3 jours de combat. Les Francs sont repoussés avec de lourdes pertes. Les colonnes de Neustrie et d'Alamanie se replient.
Seuls les Austrasiens tiennent un peu plus longtemps, avant de se retirer à leur tour. Dagobert ne conquiert pas l'Est. Alors que fait-il? Il s'adapte. Plutôt que de s'obstiner dans des guerres coûteuses qu'il ne peut pas gagner, il construit un système de royaumes tampons. Il soutient les Serbes et d'autres tribus slaves qui font face aux Avars. Il négocie avec les peuples francs de l'Est, les Thuringiens, les Bavarois, pour maintenir leur loyauté. Il gère la frontière par la diplomatie plutôt que par la force brute. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique. La guerre, c'est une chose. Mais Dagobert n'est pas seulement un chef de guerre. Il est aussi, et peut-être surtout, un administrateur. Et c'est là que son règne prend une dimension qui dépasse vraiment son époque. Dagobert codifie les lois. Il fait réviser et compléter la loi salique franque, mais aussi les lois alamaniques et bavaroises. Dans un monde où la justice est largement arbitraire, où chaque comte rend des verdicts selon son bon vouloir, mettre par écrit des règles applicables à tous est un acte révolutionnaire. La loi écrite, c'est la prévisibilité. Et la prévisibilité, c'est la base du commerce, de la fiscalité, de la paix sociale. Il réforme le monnayage. Les monnaies d'or frappées sous son règne sont parmi les plus belles et les plus stables de l'époque. Elles circulent dans toute l'Europe. Une monnaie fiable, c'est plus qu'un outil économique. C'est une déclaration de puissance. Ça dit au monde entier, ce royaume est stable, ce roi est sérieux. Et puis il y a les églises. Dagobert est un bâtisseur frénétique. Il finance la construction ou la reconstruction de dizaines d'édifices religieux à travers son royaume. Des monastères, des basiliques, des oratoires. Mais son grand projet, son œuvre maîtresse, c'est la basilique de Saint-Denis, juste au nord de Paris. Saint-Denis est le saint patron de Paris, le premier évêque de la ville, martyrisé vers 250 après Jésus-Christ selon la tradition. Il y avait déjà une église sur son tombeau. Dagobert la transforme en quelque chose d'extraordinaire. Il y investit des sommes colossales. Il la décore de reliques précieuses. Il y installe un abbé de confiance, un homme nommé Dadon, que l'histoire connaîtra mieux sous son nom d'évêque, Saint Éloi. Saint Éloi. Voilà un personnage qui mérite qu'on s'y arrête. Éloi est l'un des hommes les plus fascinants du 7e siècle. À l'origine, c'est un orfèvre, le meilleur de son époque. Dagobert le remarque, l'attire à sa cour, et Éloi devient son conseiller le plus proche, son ami. Ouais, un roi mérovingien avait un ami. Et finalement, après la mort de Dagobert, l'évêque de Noyon. Ce que les chroniques rapportent sur leur relation est touchant et révélateur. Éloi reproche à Dagobert ses excès, sa vie dissolue, ses femmes, ses banquets, ses parties de chasse le dimanche. Il le sermonne, avec respect, mais sans complaisance. Et Dagobert l'écoute. Pas toujours, pas complètement, mais il l'écoute. Un roi qui tolère d'être contredit, qui laisse quelqu'un lui dire en face qu'il a tort, c'est déjà rare à n'importe quelle époque. Au 7e siècle, c'est presque exceptionnel. Parlons justement de l'homme derrière le roi. Parce que Dagobert n'est pas une icône dorée. C'est un être humain, avec ses contradictions, ses passions, ses défauts. Et les chroniques médiévales, écrites par des moines, n'oubliez pas, nous en donnent un portrait saisissant. D'un côté, le bâtisseur de temples, le donateur généreux, le roi qui protège les pauvres et fait rendre la justice. Les hagiographies le décrivent comme un prince pieux, attentif aux besoins de l'Église. De l'autre côté, un homme qui aime vivre, vraiment vivre. Les femmes d'abord.
Dagobert a 3 épouses officielles, Gomatrude, Nantéchilde et Wulfégonde, plus un nombre indéterminé de concubines. Les sources ecclésiastiques parlent avec une certaine indignation contenue de ces nombreuses concubines. Par les standards du 7e siècle, pour un roi barbare, ce n'est pas scandaleux en soi. Mais pour les moines qui écrivent l'histoire, c'est un sujet d'inconfort permanent. La chasse, ensuite. Dagobert est un chasseur passionné. Les forêts autour de Paris, qui s'appelaient alors la Silva Lutetiana, sont ses terrains de jeu. Il y passe des journées entières. Le dimanche aussi, ce qui donne à Éloi des raisons supplémentaires de le sermonner. Les banquets, les fêtes, la vie de cour mérovingienne, telle que les sources nous la décrivent, est bruyante, colorée, alcoolisée, vibrante. Et en même temps, cet homme construit des basiliques, réforme des lois, conduit des armées, reçoit des ambassades de l'Empire byzantin, du califat naissant, des royaumes anglo-saxons. Il gère simultanément la politique intérieure et la politique étrangère d'un État immense. Comment réconcilier ces deux portraits? Peut-être tout simplement en acceptant qu'ils forment le même homme, que la piété et le péché ne s'excluent pas au Moyen Âge, que les contemporains ne ressentaient pas cette contradiction comme nous pourrions la ressentir aujourd'hui, qu'un roi pouvait financer une basilique le matin et inviter des concubines à souper le soir sans y voir la moindre incohérence. Dagobert était un homme de son temps, entier, contradictoire, vivant. En 639, Dagobert tombe malade. La source parle de dysenterie, une maladie banale, dévastatrice avant les antibiotiques. Il a entre 36 et 39 ans. Dans un monde où l'espérance de vie à la naissance est d'une trentaine d'années, même si ceux qui survivent à l'enfance peuvent vivre plus longtemps, ce n'est pas une mort prématurée extraordinaire. Mais c'est une mort qui arrive trop tôt, au sens politique du terme. Ses fils sont encore des enfants. Dagobert meurt. Il est enterré à Saint-Denis, la basilique qu'il a lui-même bâtie. Son tombeau est toujours là. Si vous allez à Paris et que vous prenez le métro jusqu'à la ligne 13, station basilique de Saint-Denis, vous pouvez voir sa gisante, l'une des plus anciennes effigies royales de toute l'Europe. Un roi de pierre qui dort depuis 14 siècles. Et autour de lui, les rois de France qui viendront après. Louis IX, Charles V, Henri IV, Louis XVI. Pendant plus de 1000 ans, les rois de France ont choisi d'être enterrés auprès de Dagobert, comme si sa présence conférait une légitimité supplémentaire, comme si être à côté de lui signifiait quelque chose. Les révolutionnaires de 1793 ont ouvert les tombeaux et jeté les ossements dans une fosse commune. Puis on a tout réinhumé. La gisante de Dagobert a survécu. La pierre a tout vu. La pierre a tout traversé. Après Dagobert, le royaume franc entre dans une longue agonie dynastique. Ses fils lui succèdent. Sigebert III en Austrasie, Clovis II en Neustrie. Des enfants, puis des adolescents, puis des jeunes hommes qui n'ont ni l'énergie ni le talent de leur père. Le pouvoir réel glisse inexorablement vers les mères du palais. Les historiens carolingiens, qui ont évidemment tout intérêt à discréditer leurs prédécesseurs, inventeront l'expression « roi fainéant ». Les rois qui ne font rien. Les rois fantômes qu'on promène dans des charrettes à bœufs lors des assemblées pour faire semblant que la monarchie mérovingienne fonctionne encore. C'est peut-être un peu caricatural, mais pas entièrement faux. Pendant près d'un siècle après Dagobert,
Les Mérovingiens règnent sans gouverner. Ce sont les maires du palais, les descendants de Pépin de Landen, le tuteur de Dagobert, qui prennent les décisions, mènent les guerres, lèvent les impôts. En 751, Pépin le Bref, arrière-petit-fils du Pépin qui avait éduqué Dagobert, fait ce que sa famille préparait depuis des générations. Il dépose le dernier mérovingien, un certain Childéric III, le fait tonsurer et l'envoie au monastère. Puis il se fait couronner roi des Francs. Le fils de Pépin le Bref s'appellera Charles. L'histoire le connaîtra sous le nom de Charlemagne. L'histoire a donc fait une boucle extraordinaire. Les hommes qui avaient formé Dagobert ont fondé la lignée qui a détruit sa famille. Mais revenons un instant à la question essentielle. Pourquoi Dagobert a-t-il réussi là où ses successeurs ont échoué? Qu'est-ce qui faisait de lui un grand roi, le dernier grand mérovingien? Plusieurs choses, je crois. D'abord, son énergie. Dagobert est partout. Il ne gouverne pas depuis un trône lointain. Il se déplace, il inspecte, il juge lui-même les affaires importantes. Les chroniques rapportent qu'il était accessible, que des petites gens pouvaient lui soumettre des plaintes. Dans un système politique où l'autorité royale dépendait de sa présence physique, être là comptait énormément. Ensuite, son intelligence politique. Il ne cherchait pas la guerre pour elle-même. Il cherchait le résultat. Parfois la guerre donnait le résultat, comme en Bretagne ou en Gascogne. Parfois la négociation était meilleure, comme avec Cicénande. Parfois la défaite était acceptable, si elle permettait d'apprendre, comme avec Samo. Dagobert savait s'adapter. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il savait choisir ses hommes. Pépin de Landen, Éloi, Dadon, d'autres encore. Il s'entourait de gens compétents et il leur faisait confiance, sans pour autant les laisser prendre sa place. Ce dernier point est crucial. Après Dagobert, ses successeurs n'ont plus su tenir ce fragile équilibre. Ils ont laissé les maires du palais devenir trop puissants, et les maires du palais ont fini par n'avoir plus besoin des rois. Il y a une dernière chose que je veux vous dire sur Dagobert. Quelque chose qui va au-delà de la politique et de la guerre. Il y a cette chanson, Le bon roi Dagobert. Vous la connaissez sûrement. Elle date du XVIIIe siècle, donc 1000 ans après sa mort. Elle le présente comme un roi sympathique mais incompétent, dont les choses tombent et que son grand saint Éloi doit constamment reprendre. Cette chanson a été utilisée pour se moquer de Louis XVI, puis de Napoléon, puis des Bourbons, puis de Napoléon III. Dagobert est devenu un archétype, le roi humain, faillible, pas tout à fait à la hauteur de sa fonction, mais finalement attachant. C'est une étrange postérité pour un homme qui a réuni sous sa main le plus vaste territoire franc depuis Clovis. Mais peut-être que ce n'est pas si injuste finalement. Parce que Dagobert était humain, vraiment humain, avec ses défauts, ses excès, ses erreurs. Il n'était pas un saint, même si sa tombe est dans une basilique. Il n'était pas un monstre, même si certaines morts suspectes dans son entourage méritent quelques questions. Il était un roi, avec tout ce que ce mot impliquait de grandeur et de fragilité au 7e siècle. Et parfois, la postérité populaire capte quelque chose que l'histoire officielle rate. Elle retient l'humanité d'un homme que les chroniques officiales ont tendance à transformer en icône. Le bon roi Dagobert, avec ses chausses mal mises et ses contradictions assumées, est peut-être plus proche du vrai Dagobert que les éloges pieux des hagiographies. Dagobert Ier est mort en 639. Il avait gouverné 11 ans en tant que roi unique des Francs. 11 ans pour réunifier un royaume, codifier des lois, bâtir des églises,
mener des guerres sur 4 frontières simultanément et maintenir l'unité d'un territoire immense. Après lui, plus jamais un mérovingien ne fera de même. L'histoire retient souvent les dynasties dans leur ensemble et oublie les individus qui, à un moment donné, ont tenu l'édifice à bout de bras. Dagobert est l'un de ces individus. Le dernier d'une lignée qui avait fait de la France avant qu'elle ne s'appelle France. Il méritait qu'on lui consacre 20 minutes. J'espère que vous ne regrettez pas. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous. La suite de l'histoire des dynasties franques arrive bientôt. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez vraiment Dagobert avant aujourd'hui ou seulement la chanson? À très bientôt.